bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Mail, le premier depuis le CES. C'est vrai qu'on a eu un mois de janvier, de février assez chargé et nous voilà avec Raphaël et Lionel, Bonjour. puisque nous allons vous parler du Retail Big Show de New York. Alors le Retail Big Show, c'est mi-janvier, c'est juste après le CES, c'est pour ça que finalement tout ça c'est une longue période de break. Ça accueille à New York une quarantaine de milliers de visiteurs. C'est ça. Et ça parle essentiellement du commerce de demain. Donc la grande question, puisque finalement, pourquoi aller à New York, pourquoi aller à la Paris Retail Week, pourquoi aller finalement à New York depuis des années? Alors pourquoi aller à New York depuis... Déjà bonjour Mathieu, bonjour Lionel. Pourquoi aller à New York depuis des années? C'est le rendez-vous de début d'année qui fixe vraiment les tendances pour l'année à venir, pour sentir ce qui bouge, qui évolue d'une année sur l'autre. Il faut y aller plusieurs années d'affilée pour vraiment comprendre, sinon on a un portrait juste de l'année, on a l'impression que on découvre tout et on a l'impression que tout est waouh. Ce qui est important, c'est de sentir les tendances. Début d'année, le monde entier vient. C'est pas centré sur les États-Unis, c'est ouvert sur le monde. Cette année, on parlait énormément de l'Asie. Donc c'est vraiment le premier rendez-vous en début d'année pour affiner les stratégies, la feuille de route pour l'année à venir. C'est pour ça qu'il faut y aller. Donc ça veut dire un peu comme toutes les questions qu'on nous pose à chaque fois que l'on sort du CES, on nous dit alors les tendances de cette année. Donc toi, tu te dis toujours les tendances, on les met en perspective. Exactement. Donc cette année, il y a de la perspective à donner. Bon, ça fait 3 fois quand même qu'il vient nous voir, Voilà. Troisième année. Exactement. Donc On mettra les liens un peu des précédentes émissions. on va pouvoir voir quelles étaient les tendances annoncées il y a 3 ans et les tendances annoncées aujourd'hui. Exactement. Et il y a des tendances, typiquement la voix, dont on parlait l'année dernière comme étant l'alpha et l'oméga du futur. On voit bien qu'aujourd'hui, les retailers n'ont pas intérêt à pousser la voix. Ils ont travaillé, ils travaillent les partenariats avec Amazon, avec Google Home, etc. Mais tant que le commerce vocal n'explose pas, comptez pas sur le retailer pour le pousser. Et c'est normal, c'est l'antithèse du choix. Et donc c'est intéressant effectivement de repérer les tendances qui sont plutôt en baisse, celles qui se poursuivent ou ce qui se confirment, et surtout celles qui explosent. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir le NRF quand on y va. Oui, l'antithèse du choix. L'antithèse du choix, c'est intéressant. C'est ce que je voulais revenir. C'est parce qu'effectivement, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le vocal, on voit bien la difficulté d'avoir une requête et cette requête de nous offrir, comme Google le fait aujourd'hui, 10, 15, 20 résultats sur plusieurs pages, même si on sait que la deuxième page est le meilleur endroit pour cacher un corps en décomposition. Exactement. Mais globalement, effectivement, cette problématique d'adressage de résultats de requête sur un ou deux choix maximum, même si on pourrait en avoir plusieurs, mais dans l'expérience, c'est pas forcément fort. Et donc, toi, tu nous dis qu'effectivement, c'est l'antithèse du choix. Ce qui est très bien résumé. C'est le pouvoir de prescription qu'auraient eu des Amazon et des Google sur du retail vocal. Oui. Et là, c'est l'antithèse du retailer. Parce que le retailer, lui, son business, c'est le choix. Son business, c'est le choix, et son business, c'est l'achat d'impulsion. Et aujourd'hui, saturer l'achat d'impulsion. Donc, ils sont prêts, mais surtout, on n'en parle pas. Tant que le marché, tant que les consommateurs ne vont pas sur le commerce vocal, les retailers le mettent sous cloche. Alors, ce qui est antinomique avec les résultats d'Amazon, pas d'Amazon, d'Adobe, qui donnait dans son étude fin 2018 le fait que 30 à 50% des foyers américains seraient équipés, c'était 50% des foyers américains seraient équipés d'ici fin 2020 d'un assistant vocal avec une véritable vocation à faire du commerce. Ouais. Donc en fait, on voit bien la différence entre le taux d'équipement et finalement l'adoption dans un usage spécifique et celui de l'achat. On ne devrait pas le dire, mais pour l'instant, moi, mon assistant vocal qui est au pied de mon lit, il sert essentiellement de réveil. C'est ça. C'est ça. C'est bien pour allumer les lumières. Voilà. Moi, j'avais entendu même 2 tiers des foyers américains équipés d'enceintes connectées à date. Peu d'achats grâce aux assistants vocaux. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui... C'était demander la météo finalement. C'est pour ça que dans les 10 requêtes de base, c'était lance-moi la musique, donne-moi la météo. Et quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Alors par contre, c'est quand même intéressant parce que, on ne va pas déborder là-dessus parce qu'on quitte un peu le NRF, mais ce sont des expériences personnelles. On est, pour certains d'entre nous, abonnés à Amazon Prime, donc on a un historique un peu important. Et j'ai fait un certain nombre de tests sur l'assistant vocal sur des produits que j'avais achetés, donc des produits de renouvellement. Alors ça, par contre, ça peut être extrêmement efficace. Mais encore une fois, ça tue le choix, ça tue la mise en avant, ça tue le marketing du retail en fait. Oui. Au-delà de tuer le référencement en même temps, parce qu'effectivement c'est un nouveau mode de référencement. Mais bon, Exactement. revenons-en aux tendances. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce salon cette année en premier lieu, c'est-à-dire les tendances qui sont plutôt celles qui se sont confirmées et qui sont dans la prospective? Alors, celles qui se sont confirmées et qui sont dans la prospective, clairement l'utilisation de la data, on va dire à 360 degrés. Comme on l'a dit, juste pour comprendre, tout ce qui va être réalité augmentée, réalité virtuelle, commerce vocal et devices digitaux en point de vente type cabine d'essayage augmenté, etc. Moyen.
moyen parce qu'on se rend compte que les consommateurs s'en servent pas vraiment. Les cas d'usage sont globalement déjà trouvés. Et donc, des nouveaux concepts révolutionnaires de digital en point de vente, non, on n'en a pas vu. En revanche, l'utilisation de la data partout en amont, notamment au service de l'expérience client, mais pour faciliter la vie du vendeur, pour donner des super pouvoirs aux vendeurs, ça oui. L'analytics 360, ça passe aussi par l'analytics en point de vente. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière. Mettre des caméras, des trackers très très fins, reconnaissance faciale, etc. dans les points de vente pour savoir exactement qui est passé, quel âge, quelle tranche d'âge, combien de temps, devant quel présentoir, devant quel linéaire, etc. Oui, oui et re-oui, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des DSI dans des grands groupes de retailers français, dans la lingerie pour ne pas les nommer, qui disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable de ne pas connaître aussi bien le consommateur en magasin qu'on connaît le consommateur online. Et ça, oui, l'utilisation de la data au service de donner la data aux vendeurs pour qu'ils puissent faire le bon acte de vente au bon moment ou la bonne relation au bon moment, oui et re-oui. Avec un discours de vérité des retailers américains qui ont quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, ils sous-exploitent largement encore la data et qu'il y a un potentiel d'exploitation beaucoup plus grand. Alors, en même temps, il y a quand même le vrai sujet de la captation de la donnée. Alors, au-delà de la légalité en fonction des réglementations, de la captation, la problématique technologique. On parlait d'ailleurs hier en préparant, mais on en parlera juste après du sous-jacent techno, mais effectivement qui est prégnant dans le Après, enfin, vous êtes des meilleurs techniciens que moi, non, mais la reconnaissance, parce qu'on est sur la reconnaissance faciale, et bon, alors le RGPD c'est l'Europe, mais le RGPD, parce que confidentialité, etc. Enfin. Oui, mais enfin, c'est anonymisé, personne ne regarde, c'est l'algorithme qui reconnaît le visage, qui sait que c'est un homme de 45 ans à peu près, qui est venu 3 minutes devant, qui a l'air plutôt de bonne humeur, qui est reparti, qui est revenu devant le présentoir et qui donne de la data évidemment anonymisée. Donc ça doit être RGPD friendly. Sans match avec un nom et un prénom. Le RGPD est très clair là-dessus. Enfin, le règlement, c'est tout match avec une identité qui peut être nommée, donc un nom, un prénom, etc. Effectivement, c'est ça le principal. C'est ça. Si on anonymise, on favorise l'utilisation de la donnée pour le parcours d'achat, ce qui est beaucoup plus fin et pertinent. Quoique la reconnaissance faciale en France pose encore quelques soucis. Non, mais là, on parle de sécurité, etc. Mais alors, j'ai entendu aussi, en regardant quand même ce qui s'était passé depuis la fermeture de ce NRF, qu'il y avait quand même des magasins comme celui d'Amazon qui étaient imaginés où on était reconnu. Oui. Et je suis là pour le coup reconnu personnellement. Oui. Derrière ma reconnaissance personnelle, il y a mon identifiant, mon moyen de paiement, etc. Oui. J'achète, je sors, j'ai payé. Oui, notamment payé grâce à la reconnaissance faciale. Ouais. Alors oui, il y a ça. Oui, ça se développe essentiellement en Chine, où on est dans un autre monde en termes de vie privée, d'approche et d'approche sécuritaire. Le RGPD chinois. Donc oui, tu vois, mais j'ai presque envie de dire que c'est une niche, ça restera pendant quelques temps une niche, et c'est la partie émergée de l'iceberg de la digitalisation du retail où tout le monde en parle parce qu'il y a cet effet waouh. Ouais. Oui, il y a des concepts, il y a le cadre de Casino, Franprix, à Paris même, qui reste ouvert 24 heures sur 24, pas par la reconnaissance faciale, mais par des systèmes assez similaires à Amazon Go. Oui, il y a ça, il ne faut pas considérer, c'est l'arbre qui cache la forêt, et il faut regarder tout ce qui se passe derrière en termes de data et d'exploitation au service du point de vente. Un exemple très concret pour comprendre ce que je dis, chez Chico, qui est une marque, c'est l'équivalent du Kiabi américain, dans certains magasins, ils ont arrêté l'envoi d'emailing de masse aux clients pour privilégier, comme les Américains disent, thousands of daily one-to-one interactions, c'est-à-dire ils laissent aux vendeurs le fichier client, comme dans la vente conseil, comme dans l'automobile, l'immobilier, etc. Et c'est le vendeur qui décide que oui, il va envoyer tel emailing plutôt que celui-là ou pas à son fichier client, il va personnaliser quelques mails, etc. Grâce à la data et l'information qu'il aura collectée aussi sur les clients, qu'il aura à disposition dans son système d'information. Ça change le métier de vente où même dans la fringue d'entrée de gamme, on commence à être dans de la vente un peu plus élaborée et ça change profondément les gestes métiers. Donc rôle du vendeur qui s'en trouve effectivement amélioré il y a quelques années a augmenté super pouvoir aujourd'hui parce qu'il est l'élément clé de la création de cette expérience client parce qu'il est doté aussi d'outils qui lui permettent de la personnaliser. Exactement. Donc tout ce qui était, dont on parlait il y a 2 ans, les micro-formations par l'iPad, en temps de pause ou temps mort dans les boutiques, etc., sont des éléments qui sont passés un peu finalement en backstage pour être poussés au service de l'expérience client. Exactement.
Exactement. Et derrière tout ça, il y a énormément de formations. Le CEO de Target dit ça fait 5 ans qu'on investit des milliards dans la tech, dans la data, dans l'intelligence artificielle et c'était très utile. Mais le meilleur investissement, là où on a le meilleur ROI, c'est le milliard qu'on a mis dans la formation des équipes qui savent se servir des outils, qui sont plus à l'aise dans les postures de vente et qui apportent une meilleure relation client. L'expérience client est aussi une expérience humaine, donc. Évidemment. Évidemment. Il faut être customer-centric, il faut être human-centric, puisque effectivement l'humain est celui qui va créer la valeur. Mais ce sous-jacent technologique, finalement, parce qu'il faut que ce soit totalement invisible pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes tous. Et c'est vrai que pour que l'expérience soit la plus fluide, la plus totale par rapport à la marque, on a besoin d'un sous-jacent technologique qui rend cette techno totalement invisible. Exactement. Mais qui passe par le filtre de l'humain. D'où les mots-clés seamless, frictionless que tu vas nous expliquer, parce que tout ça évolue. Buzzword, en veux-tu, en voilà. Il y en a. Bienvenue au NRF. C'est ça. Là, tout le monde sait. Alors, déjà, seamless, frictionless. Alors, je peux vous assurer qu'alors là, toutes les conférences, on aurait pu parler, en fait, c'est un franglais jargonneux. Ouais. Ah oui, c'est clair. Alors, frictionless, seamless, allons-y. Alors, je ne sais plus si je l'avais expliqué l'année dernière, mais effectivement, pendant quelques années, tout le monde parlait de seamless, donc parcours d'achat seamless, c'est-à-dire sans couture, donc omnicanal. Fluide, ouais. Okay. L'année dernière, on ne parlait que de frictionless, et cette année aussi frictionless customer journey, donc sans irritants. Effectivement, un consommateur, il veut supprimer tous les irritants. Il s'en moque éperdument, que ce soit omnicanal pour omnicanal, il veut que ce soit sans irritant. Alors, le sans irritant passe souvent par l'omnicanal, mais il veut le sans irritant. Donc ça, c'est important. Les retailers ont arrêté de penser omnicanal pour l'omnicanal, parce que c'était le buzzword, mais cherchent à supprimer tous les irritants. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure en introduction que le digital visible pour le client en point de vente avait tendance à disparaître, ou en tout cas pas exploser, parce que les clients ne se servent pas des miroirs connectés, etc., et des écrans, ou alors avec l'aide des vendeurs, mais finalement l'interaction humaine face-to-face est plus efficace. Sauf pour le paiement, effectivement, tous les systèmes d'encaissement mobile, dématérialisation du paiement, etc. Ça, oui, et c'est ultra important parce que c'est bien le premier irritant dans le magasin, c'est la caisse. C'est bien notre dirigeant de Monoprix qui disait qu'il dépensait 30% de son budget à embêter ses consommateurs, et je crois qu'il utilisait un autre mot, puisque c'était finalement le temps en caisse. C'est ça, exactement. Qui coûtait une fortune. Le sujet, c'est le point de friction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette boutique qui avait été créée par une ancienne au gradé de chez Amazon et qui avait créé, c'était Winter, qui effectivement avait créé le parcours 100% presque sans humain, ou alors quand l'humain était là, c'est parce qu'il était clé dans le parcours d'achat. Il y avait quasiment une technologie presque totalement invisible, et c'est vrai qu'on avait réduit à 200% le temps d'attente, parce que finalement il n'y en avait plus. On passait avec son sac, un peu Amazon Go, quoi, Oui, mais encore une fois, quand on ne veut pas d'interaction humaine, on a tout l'écosystème digital de toute façon à distance. Quand on va en magasin, alors il y a souvent pour tester, toucher, essayer le produit, mais à un moment, cette recherche d'interaction humaine, on a par moment dans certains parcours d'achat le besoin de cette interaction humaine, et l'humain ne doit pas se rater là-dessus avec tout l'écosystème en dessous, effectivement, technologique qui permet d'aider, mais pas forcément visible par le client. Ça, c'est vraiment la grande tendance à retenir de cette année. Technoprophète IA, l'humain est toujours nécessaire, même quand on a des batteries de calculateurs qui peuvent nous profiler et nous servir mieux. Finalement, donc le seamless, c'est un acquis, c'est fluide, et donc on va vers cette non-friction, cette absence d'irritant. On n'oppose plus le online du offline, c'est un tout. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un autre buzzword sur l'omnicanalité, en disant qu'on disait peut-être même plus omnicanalité, on parlait de globalité des canaux. Ouais, il y a eu moins de buzzwords cette année, il y a moins de nouveaux buzzwords, si ce n'est, on en parlera à retail. Ah oui, c'est clair. Franchement, on dit nous les marketeurs, mais alors franchement. Non, l'omnicanal est rentré dans la norme, il y a eu moins d'apparence de nouveaux buzzwords, et c'est tant mieux. On revient à des trucs plus basiques, plus sains. Du vrai commerce. Le seul buzzword, et je crois que tu as une question là-dessus, on en parlera sûrement plus tard, c'est le concept de retail as a service. Parlons-en. Non, parce qu'on était sur la mission, hein, parce qu'il y a un autre buzzword quand même que l'on a entendu, c'est la mission des marques. Voilà, mission des marques, mission driven. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à sentir voir venir l'année dernière, notamment avec la keynote le premier soir du patron de Walmart, où il nous a parlé que de mission, d'enjeux, de responsabilité sociétale et environnementale, plutôt de nous expliquer comment ils allaient concurrencer Amazon, ce qu'ils font aussi très très bien. Cette année, ça transpirait par tous les ports de la peau de tous les CEO qui sont venus nous parler.
notamment le patron d'Unilever USA Food and Beverage. Unilever n'est pas le groupe où spontanément on va se dire qu'ils ont les marques les plus mission-driven. Ouais. Ça aurait été le Ouais. patron de Patagonia, j'aurais dit bon Ouais. ok, il vend sa soupe. Ouais. Là, Unilever, c'est quand même détergent, il y a de tout. exactement. Le bruit. Oh, il y a du Ben Jerry. Là- je pense, C'est ça, le message clé, une forme de bon. une forme de détergent Ben & Jerry's, oui. Le message clé, c'est de dire si votre marque ou votre enseigne n'a pas une mission, et c'est même pas de la responsabilité sociétale, on est passé à la mission sociétale et environnementale d'ici 5 ans, elle n'existera plus. Et c'est vraiment le point. Ça mène à 2022-2024. Hein, Exactement. si on regarde. Et cette mission, il faut la puiser dans l'ADN, l'histoire du groupe. Il faut qu'elle soit authentique, parce que sinon, on sait très bien qu'avec Internet, avec le Ouais. fact-checking, ça ne tient pas 2 secondes. C'est pas forcément du marketing, même si ça sert les ventes. Il y avait l'exemple de l'enseigne Dick's Sports aux États-Unis qui vendait, comme toutes les enseignes de sport, des munitions. Après la énième tuerie dans une école, le patron, le CEO, le propriétaire, du jour au lendemain a dit on retire tout des linéaires, on retire le rayon armes et munitions du jour au lendemain. Et on solde ça dans des pays à l'étranger, peu importe. Moins 5% sur le chiffre d'affaires directement à la fin de l'année parce que les clients valorisent cette action, deviennent plus fidèles, gagnent des nouveaux clients, plus 10% sur le chiffre d'affaires. Donc oui, ça sert les ventes, ça sert le business, évidemment, mais ce n'est pas du marketing à la base, c'est une conviction profonde, c'est le bon choix et on ne le travaille pas sur quelques années pour, non, du jour au lendemain, on stoppe tout. Ça me paraît dingue hein, de dire on va arrêter la vente d'armes Ouais, chez nous, ouais, ouais. français. Mais c'est un Et vrai globalement, sujet. c'est- Ouais, en fait, un vrai sujet aux aux États-Unis, États-Unis, ouais. aux États-Unis, Et- la vente d'armes, c'est chez Franprix, quoi. Et Hein, oser, c'est- et oser. Bah oui, parce que même Exactement. quand on ouvre un compte bancaire, on peut choisir un cadeau, donc souvent sur certains bleds. Donc, comme on parlait d'Unilever, comment ils ont été cherchés où d'ailleurs cette Alors, mission? Parce que Unilever, quand même, depuis des années. Eh ben, ils ont dû aller chercher très très loin dans leur histoire parce que c'est ce qu'ils racontent. Effectivement, ça doit être genuine, ça doit être authentique. Il faut chercher dans nos racines. Unilever s'est créé au moment de la révolution industrielle anglaise pour apporter de l'hygiène dans la production alimentaire, ce qui n'était pas le cas. Donc de cet historique-là, ils sont capables de financer un peu partout dans le monde des projets d'eau potable, d'hygiène alimentaire, etc., en partant de cette histoire-là. Donc la mission. Et évidemment, en termes de marque employeur, c'est une arme de destruction massive ou d'attraction massive, plutôt, devrais-je dire. La DRH de Sephora aux États-Unis dit, sous réserve qu'on s'aligne évidemment au niveau salaire, avant il y avait des talents, notamment des talents de dev, développeurs, etc., qui ne nous regardaient même pas, qui allaient directement chez les GAFA. Aujourd'hui, ils viennent plutôt chez nous parce qu'on a plus à leur offrir en terrain d'expérimentation et en vrai sens à donner parce qu'on vient de développer le bien-être client, on a quelque chose à apporter, etc., que les GAFA n'ont plus à apporter. Donc ça me permet de peut-être de rebondir sur la notion d'acteur de l'entreprise, d'employé qui devient consommateur de celle-ci et presque du client qui devient utilisateur de la marque. Oui, Il y a un truc comme ça qui est en train de se ressortir. alors c'est surtout effectivement le consommateur va consommer de plus en plus, enfin ce mission driven c'est pour répondre à une attente du consommateur qui est en train d'exploser. On consomme sain pour soi-même, le H2M, ce qu'on appelle chez Technical H2Me, Human to Me, je me fais du bien, je mange des produits plus sains, je fais attention à mon bien-être, etc. Mais si je le fais pour moi, il faut aussi que je le fasse pour la planète, le Human to Planet. On sait que la planète est en danger, et cette prise de conscience est quand même collective, globale dans le monde entier. À quoi bon faire du covoiturage pour aller au bureau si c'est travailler pour une entreprise ou consommer dans des entreprises qui détruisent la planète. Donc ce côté fondamental de je vais consommer en faisant de plus en plus attention dans des entreprises de plus en plus saines, de plus en plus éthiques, qui ont une vraie mission sociétale et environnementale. Et je vais aussi travailler, donc c'est le côté en tant que collaborateur, mais en tant que consommateur. Et c'est là où on est dans un contexte où il y a aussi une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des GAFA, y compris aux États-Unis, est très très forte, où effectivement les Cambridge Analytica, etc., ont fini par avoir raison de la confiance aveugle qu'on mettait dans les GAFA, mais aussi auprès d'Amazon, parce qu'on parle du retail là. Amazon, avec son utilisation pas forcément éthique de la data, son caractère hégémonique qui écrase et qui tue des retailers et donc qui concrètement aujourd'hui détruit un peu d'emplois, le fait qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts, y compris aux États-Unis, il y a des groupes de consommateurs aux États-Unis qui appellent
à résilier les abonnements Amazon Prime. Donc il y a vraiment ce contexte de défiance vis-à-vis des GAFA et cette volonté très forte des consommateurs de consommer avec des entreprises qui sont mission-driven, qui fait qu'il y a une fenêtre de tir pour les retailers traditionnels, là, pendant peut-être 1, 2, 3 ans. S'ils ont une mission vraiment authentique, s'ils ont les fondamentaux de l'UX, évidemment, avec tout le prérequis technologique dont on a parlé, de reprendre le lead et de prendre leur revanche sur les GAFA, et notamment sur Amazon. Donc là, il y a une opportunité assez incroyable qu'on ne voyait pas du tout il y a 1 ou 2 ans. On se disait comment on va lutter contre Amazon. Là, c'est peut-être comment on reprend notre revanche sur Amazon. Je voulais te parler aussi, puisque tu parles d'Amazon, donc on peut pas passer sous silence leurs amis chinois, les BATX, dont Alibaba. On a vu beaucoup, notamment au CES, par l'entremise de JD.com, qui est finalement le concurrent direct d'Alibaba et qui est à peu près aussi gros, même si on le connaît un petit peu moins, nous, en Europe. On a vu beaucoup d'expérimentation sur ce qu'on appelle la Smile Delivery, c'est-à-dire la logistique du dernier kilomètre. Parce que le retail, c'est aussi pouvoir livrer les clients chez eux. D'ailleurs, on voit bien qu'Amazon, en rachetant Ring, en permettant alors je ne sais pas si ça marche beaucoup, mais en permettant à ces livreurs de rentrer chez toi pour pouvoir livrer tes produits directement dans ton frigo ou toi ouvrir le coffre de ta Tesla que tu viens d'acheter pour qu'on puisse mettre le colis à l'intérieur. Est-ce que justement ces compagnies comme JD.com et sur le Last Mile Delivery, on en parle beaucoup dans un salon comme le NRF. Oui, alors cette année, très tourné vers l'Asie, on a parlé beaucoup de JD.com, on a parlé beaucoup d'Alibaba, mais pas que. Mais dans cette notion justement dont je te parlais tout à l'heure de Retail as a Service. C'est-à-dire que c'est, contrairement à Amazon qui veut écraser et prendre la place d'eux, ils arrivent très pragmatiques en disant on a tout un écosystème de software, d'intelligence artificielle, de last mile delivery, et on va vous aider. Mais on va, retail as a service, c'est une part de notre business model, on va prendre une part du chiffre d'affaires évidemment, mais on ne va pas écraser votre marque, on va vous aider, votre enseigne, votre marque, vos produits, à les vendre. Et c'est comme ça que Kroger, l'enseigne alimentaire aux États-Unis, a fait un partenariat avec JD.com, avec Alibaba, pour du jour au lendemain ouvrir en 3 clics 500 millions de consommateurs chinois avec la plateforme mais sous le nom Kroger. On n'écrase pas. Ocado fait la même chose, on n'est pas obligé d'aller en Asie. Ocado qui est le leader du e-commerce grande conso en Angleterre, qui a développé toute une plateforme logistique, aide Kroger aux États-Unis à développer sa plateforme Last Mile Delivery et sa plateforme logistique grande conso. Ça va prendre 2 ans à Kroger et à Ocado de le mettre en place avec un ROI qui est déjà quasiment certain parce qu'il y a l'historique d'Ocado. Là où ça aurait pris à Kroger des milliards avec un ROI et 4, 5, 6 ans avec un ROI pas certain. Ocado fait la même chose avec le groupe Casino en France. Donc oui, ils arrivent, oui, ils sont là et ils se présentent vraiment comme Retail as a Service et ils monétisent comme ça. Est-ce que ça va durer ou est-ce qu'à terme, ils vont essayer d'écraser, être hégémonique? Je ne peux pas dire, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, ils arrivent plutôt en amis, on vous aide. On prend de l'argent au passage, évidemment. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Donc, on part d'assez loin. Amazon can't do that, il y a 2 ans. Donc, je me remets l'humain. L'humain est au centre aujourd'hui, utilise la data. Je subis moins les GAFA. Et globalement, en tout cas, j'ai une fenêtre de tir, qui me permet de dire on peut y aller. On peut nous-mêmes, retailers plus modestes dans la capacité à générer des budgets pour développer En tout cas, il y a de l'accessibilité technologique. Et donc, en plus, il y a une confrontation avec l'Asie qui est en train d'émerger. Donc, on voit bien que l'écosystème bouge, est totalement malléable. Exactement. Si on devait résumer le CES, non. le NRF. Excusez-moi, on n'est pas rentré encore. Mais je crois que tous les ans, ça nous fait la Attention même à Barcelone. Hein. Attention à Barcelone, parce que je vais pas y arriver. Et si on devait résumer finalement le NRF, peut-être une phrase de 180 caractères ou quelque chose d'assez synthétique, finalement, entre c'est quoi et cette année, qu'est-ce qu'on en retire si on devait retenir un mot? Nous, on sait que cette année, c'est valeur et résilience sur le CES, grosso modo, si on doit tout amalgamer. Et toi, c'est quoi? Je vais faire peut-être 3 mots, mais travailler votre mission, exploiter vraiment intelligemment la data, penser les interactions et les expériences humaines. Ok, donc être human, data et mission driven. Voilà. On a tout. Et avec tout ça, vous avez une feuille de route qui peut normalement tenir à peu près la route pour les années à venir. Bon. Comme d'habitude, on parle souvent quand même de petites surprises et donc on sait que pendant ce meeting annuel,
les grands flagships de la 5e avenue se parent de différentes propositions. Alors l'année dernière, tu étais venu nous parler de Ray-Ban qui t'avait marqué lors d'une expérience utilisateur qui était loin d'être concluante. Est-ce que cette année, tu as un petit top, un petit flop à nous dire pour conclure? Pas mal, ça. Alors, le flop, c'est toujours délicat, ça pourrait être un client mais demain. Balance. Un flop, non, mais un flop. Un demi-flop alors. Très beau flagship, l'Occitane 555 sur la 5e avenue, sur Broadway, pardon. Le casque de réalité virtuelle où on visite des champs de lavande pendant 3 minutes pendant que la vendeuse vous met de la crème sur les mains. Ok, c'est bien dans un flagship, mais typiquement, le truc qui ne va pas s'industrialiser, qui ne sert pas à grand chose, donc ne pas mettre de l'argent là-dedans, c'est ma recommandation. Le top de chez top de chez top, c'est un magasin qui s'appelle Restoration Hardware, qui est un magasin de mobilier aux États-Unis. Ils en ont dans toutes les grandes villes américaines. Ils ont investi 30 millions de dollars dans le magasin de New York, donc c'est facile de faire quelque chose de phénoménal. Tout est parfait, l'expérience olfactive, sonore, visuelle, tout est parfait. Le top là-dedans qui est industrialisable, c'est que quand tu veux acheter un meuble, déjà, on t'assied dans le canapé à côté du meuble. Si c'est le canapé, tant mieux, si c'est la table basse devant. On te prend ton manteau, on te le met dans un vestiaire, on te prend ton sac, on te sert un verre de vin ou un soda, etc. On te laisse le temps et puis au bout d'un moment, un vendeur arrive tranquillement avec un ordinateur et on parle du meuble, etc. Il n'y a pas le gilet rouge comme dans les magasins de mobilier, pas le gilet jaune, mais le gilet rouge ou bleu comme les vendeurs les grandes chaînes de mobilier, etc. Moi, j'ai rien dit. Cette simplicité, cette gentillesse, cette douceur, les gens parlent tout doucement, etc. C'est pareil, je vous fais le 15% de remise, etc. Et pourtant, ils vendent, et ça se trouve, ils font de la remise, etc. Mais la douceur de la relation client, le fait de prendre le temps, de laisser le client s'asseoir, se reposer un peu, tranquillement, etc. Ça peut être... On peut se puiser cette inspiration dans n'importe quel magasin. La taille des cabines d'essayage, des zones des cabines d'essayage chez les retailers où on perd des mètres carrés, et Dieu sait si le mètre carré coûte cher à New York, pour que les gens puissent s'asseoir, prendre leur temps, etc. Ça, c'est des choses qui doivent être pensées dans toutes les chaînes, n'importe où, dans n'importe quel secteur d'activité. Et c'est ça le top, c'est l'espace détente, l'espace, le magasin qui est fait pour qu'on prenne son temps, si on a envie de prendre son temps. Et si on a envie d'être rapide, évidemment, on peut être assez rapide. Mais c'est ça qui est important, plus que les devices digitaux dans le point de vente. Notion d'expérience, est-ce que finalement le vendeur n'est pas finalement un acteur de la marque? Est-ce qu'il n'est pas casté sur sa capacité à créer de la dramaturgie dans le parcours d'achat? Il doit l'être, il ne l'est pas encore assez. Parce que c'est ce qui a écrit dans tous les PowerPoint et belles keynotes de tous les patrons. Concrètement, ce n'est pas encore le cas, ça va devenir prégnant, ça va être prégnant demain, ça va être absolument nécessaire. Le vendeur sait raconter une histoire, sait faire du storytelling. Pour faire la vente, il a les outils digitaux, etc. pour aider, faciliter, faire gagner du temps. Ça veut dire les clés, c'est la formation, peu de turnover, il faut fidéliser ses vendeurs, en fait, il faut avoir de vraies équipes. Après, on ne va pas parler salaire, mais enfin, tout ça, c'est un tout. En fait, ce qui est rassurant, on est bien d'accord. Globalement, c'est quand même qu'on est sur de l'humain. Oui. Et en fait, on voit bien que la techno est au service de créer de la valeur. Et donc, c'est ça qui est effectivement qui est capital. Oui. Parfait. Bon. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Oui. Moi je voulais parler des caddies connectés, etc. Mais bon, voilà. Alors, ce que je vous propose... Comme l'année dernière, c'est de plus en plus mature. Ça existe, les technologies sont là, il faut les tester, etc. On va faire un épisode spécial découverte de tout ce qu'on a pu tramer sur le NRF. Donc, on a de techno, et effectivement est fun, ce qui nous permettra de faire un autre épisode spécial NRF. Le premier, je crois, faisait 2 épisodes. Oui. L'année dernière, on a réussi à faire 40 minutes. Et là, on a fait 30 minutes. Voilà, 30. oui, parce qu'il y a un petit peu de rame. L'année prochaine, promis, on essaie d'être en dessous des 15. Voilà. C'est clair. Merci à tous. Merci Lionel beaucoup pour la préparation de cet épisode. Et puis merci à Raphaël de nous accueillir ici sur le hangar à Paname, qui est ton lieu de villégiature chez Talenco. Exactement. Voilà. Merci à tous et très bonnes aventures autour du digital. Bye bye, merci. Salut.